Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Ô mes amis, il n'y a nul ami. Qu'a voulu dire Montaigne en reprenant cette apostrophe que Diogène Laërce attribue à Aristote? Est-ce une déploration sur la mort de l'amitié, comme déjà dans la complainte Rutebeuf, que sont mes amis devenus, que j'avais de si près tenus et tant aimés? Au temps dont je parle, on aime d'amitié, et lorsque meurt un ami, on peut s'exclamer, comme Rutebeuf, « l'amour est morte ». Car l'amitié, écrivait Montaigne, est un amour qui ne subit pas son désir forcené. Voici pourquoi c'est une passion commune, susceptible de fonder un ordre politique, parce que plus moral, plus raisonnable, plus calme, mais tout aussi fervente et sensible, elle n'entame pas l'intégrité de l'âme par les fureurs du sentiment amoureux. Elle est, je cite toujours de l'amitié dans les Essais de Montaigne, chaleur générale et universelle, tempérée au demeurant et égale, une chaleur constante et racise, toute douceur et jolissure, qui n'a rien d'âpre et de poignant. C'est cette distinction entre les égarements du cœur amoureux et l'universelle tempérance de l'amitié que reprend la littérature européenne du XVIIIe siècle, presque toujours en faveur de l'amitié qui, seule, soutenait Robert Mozy, peut conduire à l'idée du bonheur. Un bonheur tout politique, fondé sur une réciprocité affective dont les hommes sensibles, que sont les révolutionnaires, s'emparent, le poussant dans ses derniers retranchements. On pense, bien évidemment, à la communauté des affections dont rêve Saint-Just dans ses institutions républicaines. Celui qui dit qu'il ne croit pas à l'amitié est banni. Tout homme âgé de 21 ans est tenu de déclarer dans le temple quels sont ses amis, et cette déclaration doit être renouvelée tous les ans. Sans doute Saint-Just ne pouvait-il imaginer les possibilités qu'offrent aujourd'hui nos temples, ceux des réseaux sociaux, à cette société d'exposition qu'il a prophétisée, celle où l'on se livre sans feinte à une transparence sans limite. Et l'archange de la terreur de poursuivre, si un homme quitte un ami, il est tenu de rendre compte au peuple dans le temple des motifs qui lui font quitter. Peut-être est-ce ce monde-là qu'on impose aux enfants, aujourd'hui, bien avant l'âge de 21 ans, ce lien entre l'amitié et la terreur, et tout sauf une fantaisie littéraire à l'antique, notait Miguel Abanzour, car il porte le fer dans le corps social afin d'y faire régner l'égalité et la vertu, au-delà même de la fraternité. Ainsi, devant le tribunal révolutionnaire de la Grande Terreur, comme l'a montré Anne Simonin, qui était ami du peuple pouvait être acquitté, qui était réputé son ennemi condamné à mort. Telle est, au fond, la plus brûlante des questions posées par le maintien d'une matrice théologico-politique comme métaphorique d'arrière-plan de la modernité, pour le dire avec Hans Blumenberg, l'exaltation politique de l'amitié trouve aisément son revers violent dans la justification spectrale d'une hostilité absolue où la politique consiste toujours à désigner son ennemi. Et si l'on revient à Montaigne, s'éloigne-t-on de cette hantise? « Ô mes amis, il n'y a nul ami » ne signifie pas nécessairement que l'amour est morte. En fait, il en va d'un iota, celui qu'on souscrit ou non sous le oméga initial de l'énoncé grec « o philoi ou deis philos ». Muni de ce iota, la phrase grecque devient un datif pronominal, donc s'entend comme une assertion, un jugement, en fait une adresse. On pourrait alors la rendre comme « à trop d'amis, nul ami », entendez que celui qui en a beaucoup trop n'en a aucun. C'est comme ça que traduit Jacques Derrida, dans son livre paru voici 30 ans, en 1994, donc, sous le titre « Politique de l'amitié ». Exercice étourdissant de déconstruction, son texte se tresse d'une longue chaîne de filiations et de détournements qui, d'Aristote à Blanchot, en passant par Montaigne et Kant, subit l'inversion de Nietzsche dans « Humain trop humain », ennemi, il n'y a plus d'ennemi, et ce qui se déconstruit là,
c'est l'amitié fraternelle et fusionnelle dans laquelle Derrida voit ressurgir le spectre des foules serrées autour de la figure autoritaire du père. Et cette déconstruction se fait au profit d'une amitié plus démocratique qui ménage la distance et le secret, qui ménage le pressentiment du deuil, le partage du rire, qui se défait des exigences chrétiennes d'égalité et de réciprocité, mais aussi de proximité, de ressemblance, de parenté. Sans doute, Derrida avait-il deux cibles en écrivant ce livre. La première est évidente, elle est explicite, c'est celle de la théorie du partisan de Carl Schmitt, qui fait de la distinction ami-ennemi le premier critère du politique. Sa longue réfutation, qui consiste en fait à la couper de ses bases platoniciennes, ne paraîtra inutile ou futile qu'à ceux qui n'ont pas remarqué le spectaculaire retour en force, sous couvert de séduction du théologico-politique, de la pensée du juriste nazi dans la philosophie politique de tous bords. La seconde est plus discrète. C'est celle des ambivalences de la fraternité, dont Alexandre de Vitry vient de proposer une histoire conceptuelle et qui inspirait, on l'a dit, la plus grande méfiance à Jacques Derrida. Mais dans les deux cas, ce qui est en jeu, c'est l'adresse, c'est de le donner à lire et à comprendre à quelqu'un, à un ami, ou ami. Il ne s'agit pas, et ainsi de ménager l'indécidabilité et surtout, ce qui est important en politique, la possibilité d'un échec. Il ne s'agit pas d'affirmer qu'on va refonder une politique sur l'amitié et on va ainsi trancher, je cite Derrida, avec toute l'histoire du politique, cette histoire vieille, fatigante, fatiguée, cette histoire épuisée. Nous voyons bien aujourd'hui combien cette tentation si prégnante de réinventer des politiques de l'amitié qui consistent à faire des modes d'existence que l'on se choisit, à 2, 3, comme on veut, un contre-pouvoir face à l'ordre patriarcal, on voit bien comment ça tourne vite à l'injonction morale de mener une vie bonne. Et ce, parfois, avec une bonne humeur, une candeur dans la violence normative qui ferait pâlir d'envie tous les clergés et toutes les polices politiques. La méthode derridienne réside tout entière dans l'adresse, dans la passe ô mes amis. Elle consiste à adresser à l'autre cette belle tentation. Je cite, « C'est celle du livre que vous lisez, n'en doutez pas, mais c'est aussi celle à laquelle ce même livre se doit de résister, se doit le temps de résister, et non de résister pour nier, exclure ou opposer, mais précisément pour garder à la tentation sa chance, à savoir de n'être pas tenu pour une assurance ou un programme. » Il en va, je crois, évidemment ainsi avec l'histoire. On raconte pour apprendre à résister aux tentations que suscitent les récits du passé et ainsi leur laisser toute leur chance, entendez leur puissance. Alors, je vous parle de Jacques Derrida, car c'est l'auteur de la carte postale, et que j'en ai reçu une jolie de carte postale de l'une d'entre vous, une auditrice, et qui m'encourageait à continuer, donc ça tombe bien, parce que j'entame aujourd'hui la deuxième partie de ce cours, en me demandant toutefois de clarifier quelques points, 3 précisément. Qu'est-ce que la politique? Qu'est-ce que l'amour? Et pourquoi un S à politique? Alors je réponds à la 3e question parce que j'avais en tête les politiques de l'amitié de Jacques Derrida et qu'à l'inverse de l'amitié, l'amour paraît bien inactuel aujourd'hui, que ça me change de la peste. Mais alors, pourquoi le S? Eh bien, c'est que pour politiser, il convient toujours de pluraliser. Et qu'il y a 2 manières historiennes de pluraliser, en montrant la variété d'usage des langages de l'amour, qui ne se laissent pas contraindre par la raideur de nos catégories, ce fut l'objet des 6 premières séances avant la pause, puis en les faisant jouer avec le temps, dans le temps, proposant, comme je l'ai annoncé voici 15 jours, une histoire des pouvoirs au prisme de l'amour qui doit nous mener du XIe au XVIe siècle, donc rejoindre Montaigne, 6 siècles en 6 séances, c'est possible, mais il ne faut pas traîner. Alors je commence tout de suite par définir une
première configuration amoureuse, celle que j'appellerais l'emprise féodale, en sa première situation historique, 11e, 12e siècle. Des amitiés vertueuses de la Rome cicéronienne aux amitiés viriles du haut Moyen-Âge, Régine Lejean a montré que se transportait, en se transformant bien sûr, un même modèle politique de type clientélaire, où, je la cite, le lien vertical et inégalitaire se combinait avec une relation affective entre les clients d'un même patron, mais aussi entre les clients et leur patron. Doublant donc la domination hiérarchique de réseaux de clientèle, ces amitiés politiques permettent donc, durant ce que l'on pourrait appeler le premier Moyen-Âge, d'articuler hiérarchie et communauté d'égaux. Or, à partir du XIe siècle, ce qu'on a vu, c'est que ce rapport politique trouve à s'exprimer dans le langage de l'amour, en mobilisant une plus forte affectivité. Dans les actes de la Trinité de Vendôme, par exemple, et ce, dès les années 1030, la mort est convoquée pour identifier les relations avec le Seigneur et unifier le groupe vassalique. Le terme peut alors se confondre avec fides, cet engagement féodal, qui désigne aussi bien la fidélité que la foi dans l'amour du Seigneur. Mais cet amour féodal ne tombe pas comme un coup de foudre. Au contraire, toujours il se négocie. En Languedoc, où le terme « amor » s'introduit plus tardivement que dans les chartes septentrionales, il désigne en même temps le contenu et le contenant de l'accord, c'est-à-dire le pacte lui-même, qu'on appelle « amor », justement, et ce sur quoi porte ce pacte, l'amour du Seigneur et ses rétributions matérielles et symboliques. Ainsi, comme l'a montré Laurent Massé, lorsqu'on lit dans les chartes que les fidèles du comte de Toulouse entrent dans son amour et dans sa fidélité, il faut bien comprendre qu'ils intègrent l'affection du prince, qui peut s'exprimer de manière émotive et corporelle. On a déjà parlé du baiser d'alliance dans le cérémonial vassalique, qui partage avec le baiser nuptial la symbolique de l'échange des souffles à pleine bouche, et qui est, comme le qualifie le canoniste Guillaume Durand, signe d'amour réciproque et perpétuel. Cet amour est aussi exclusif, puisque lorsque le vassal jure à son seigneur qu'il n'accueillera pas ses ennemis dans son entourage, le vocabulaire des chartes le dit au XIIe siècle en ces termes, il ne les recevra pas dans son amour. Alors, est-ce qu'il s'agit seulement d'un changement de vocabulaire destiné, je dirais, à euphémiser la domination à laquelle on finit par consentir, pour peu qu'elle se convertisse en dépendance honorable? C'est la position, par exemple, de l'historien Klaus van Eckels, qui pense que cette langue de l'amour permet de rendre acceptable une relation d'autorité qui, en fait, ne s'imposait pas d'elle-même, en unifiant symboliquement les rapports sociaux et les identités partagées de cette première société féodale. Car celle-ci se pense à la fois sur le modèle de l'égalité des amis et sur celui de la circulation de l'amour divin. Le langage de l'amour produirait ainsi une fiction politique pour enchanter, en ses débuts tumultueux, peu tempérés, de la première société féodale, les effets humiliants d'une inégalité de situation qui est mal acceptée parce qu'elle est en fait faiblement établie. On peut appeler médiévale cette société très hiérarchisée qui ne rêve que d'égalité. Table ronde, chevaleresque, fraternité chrétienne ou communauté urbaine, là serait le véritable imaginaire du féodalisme, bien davantage en tout cas que dans les discours réactionnaires de quelques clercs post-carolingiens égarés dans leur siècle, le XIe, fantasmant une inégalité naturelle des conditions sociales comme l'ombre sur terre d'un ordre céleste inévitablement trinitaire. Ce qui ne signifie pas d'ailleurs que cette idéologie ne produise aucun effet social, au contraire. Je me permets de renvoyer sur ce point au cours que je donnais ici même en 2020 sous le titre « Fable, témoignage, idéologie » et qui consistait en une relecture des trois ordres ou l'imaginaire du féodalisme de Georges Duby
envisagé comme un grand livre sur l'efficacité paradoxale des pensées réactionnaires, parce que les pensées réactionnaires sont pensées donc contre la société, contre son développement, même si elles se prétendent tomber du ciel, mais elles finissent toujours par configurer la société elle-même, ce qui arrive avec l'ordre trifonctionnel au XIIIe siècle, mais c'est une autre histoire, en tout cas postérieure à celle que je raconte aujourd'hui. Parce que, encore une fois, si on se place en ces commencements tumultueux, il me semble que cette affectivité de l'amitié vertueuse déborde toujours l'usage politique qu'on en peut faire. Il faudrait en somme penser l'amour dans le système des pouvoirs de l'Europe féodale, à la manière dont Paul Veyne traita jadis de l'évergétisme dans l'Empire romain. Le don à la collectivité s'inscrit assurément dans une économie politique qu'il convient de sociologiser à partir des modèles proposés par Marcel Mauss et Max Weber, mais l'historien se doit aussi de constater que ces dépenses excèdent souvent ce qui serait strictement nécessaire au fonctionnement, disons, routinier d'un système de pouvoir visant sa propre reproduction. Et le débordant, il provoque des réactions sociales qui en trahissent les règles, et qui les trahissent de deux manières, au sens où elles les rendent visibles au moment même où elles les transgressent, et ce, au risque de remettre en cause l'ordre social. Et pour comprendre ça, il ne suffit pas d'évoquer la pure dépense de Georges Bataille, mais, et c'est tout le travail de Paul Veyne dans Le pain et le cirque, de comprendre cette part irrationnelle dans le fonctionnement des systèmes de pouvoir, c'est-à-dire de rendre raison des déraisons politiques. On remarquera au passage que c'est la même méthode qu'il applique à la compréhension de l'élégie érotique romaine et, d'une manière générale, du gouvernement des conduites amoureuses. Donc, admettons en tout cas que cette politique féodale de l'amour, dont on commence à esquisser les contours, ne se laisse nullement contraindre par le partage strict grégorien, disons, que l'Église entend imposer à l'usage des corps. Car dès le XIe siècle, la morale antisexuelle de l'Église rencontre une forte résistance qui s'exprime de maintes manières. Si on retourne à la cour d'Angleterre, mais cette fois-ci à la fin du XIe siècle, sous le règne de Guillaume le Roux, on y verra, enfin dans l'œil du moine Edmer, biographe d'Anselme de Canterbury, s'indignant d'ailleurs de les voir ainsi, on y verra parader une jeunesse chevaleresque qui, je cite, portait les cheveux longs à la manière des jeunes filles, elle les peignait chaque jour avec soin et déambulait ensuite à petits pas d'une démarche lascive. Sauf que cette nouvelle mode masculine, que dénonce également le chroniqueur Orderic Vital, vêtements extravagants et chaussures à bout recourbés, exprime des nouvelles valeurs courtoises qui démasculinisent des jeunes guerriers féroces par ailleurs, sans leur ôter donc leur vaillance au combat. Car ce combat est désormais celui du parfait amour que chantent les premiers troubadours, amour ennoblissant qui resserre les rangs de la noblesse. Et la manière dont les troubadours disent leur dévouement d'abord envers leur seigneur est sans doute le laboratoire textuel de cet amour vassalique. C'est ainsi que le troubadour Raymond de Miraval se déclare envers son maître « J'aime, j'estime et je désire mon Audiard, et je lui resterai toujours fidèle, quel que soit celui qui, pour ce motif, me haïsse. » Donc aimer quelqu'un, c'est se préparer à ce que d'autres vous haïssent pour cela. Alors Audiard, c'est le surnom qu'il donne à son maître, Raymond VI, comte de Toulouse, qui lui-même en retour appelle aussi son troubadour Audiard. Hein, voilà, c'est ça, ces amitiés vassaliques. Et Audiard, ça vient du germanique Hildegarde, donc celui qui tient sa vaillance, qui la tient. De son seigneur, un troubadour peut dire qu'il est pris d'amour, qu'il aime à en mourir, même parfois s'exclamant qu'il prenne mon cœur et qu'il le mange. C'est ce qu'a montré Ariane Leub dans sa thèse déjà ancienne mais non publiée, « Aimer et servir »,
le langage de la féodalité dans la poésie des troubadours. Et dans un volume d'hommage à son maître, Pierre Bonassi, grand historien des féodalités méridionales, Ariane Leub démontre comment ces féodalités méridionales s'ordonnent autour d'un thème clé, le verbe tener, où sont composés retener, tenir et retenir. Il se dit des biens, des choses, mais aussi des valeurs qui leur sont associées. On tient une terre d'un seigneur qui nous retient à son service. C'est ainsi que Ramon de Miraval, encore lui, exprime sa dépendance envers son maître et protecteur Audiard en ces thèmes « Mon Audiard m'a retenu, qui m'attire plus qu'un aimant. Aimant, amant, ce qui tient et retient fait jouer une attirance inévitablement équivoque, puisqu'il s'agit d'amour et puisqu'il s'agit de pouvoir. Voici pourquoi, dans la poésie courtoise, la dame aimée prend le nom masculin du seigneur, Seignal. Le troubadour amoureux se tient également à son service car il est tenu d'amour, littéralement d'amor tenguts. Or, justement, l'équivoque de ce terme Sennal permet à Péré Vidal de se dire non seulement attaché au comte Raymond V de Toulouse, au sens où il serait attaché à son service, car nourri à la cour, mais tenu d'amour, avec la même intensité, avec la même affectivité que celle qu'il éprouve pour sa dame. Et son poème dit « l'emprise ». Dame, ainsi, je me rends à vous, humble, et de mon plein gré. Il se rend à son pouvoir, qui est de toute puissance. Bonne dame, vous pouvez, si vous le désirez, tuer votre homme naturel. Mais c'est par cette emprise, en tant qu'il est tenu par elle, que le poète se sent pleinement lui-même, emtenk persienne, je me tiens pour sien, je suis bien à elle, je suis bien à elle. Ce qui est en jeu, c'est donc à la fois une subjectivité, comme l'ont montré les travaux fondamentaux de Sarah Kay, et une suggestion, bref, le sujet du politique. Ainsi, Bernard de Ventadour peut-il s'exclamer « Je suis, dame, votre sujet, consacré pour toujours à votre service, votre sujet par parole et par serment. » Ce lexique des troubadours alimente un imaginaire européen du service, érotise une dépendance honorable et rend ainsi désirable la relation de domination féodale ou son emprise, si l'on admet que c'est bien par le langage de l'amour qu'elle s'empare des corps. Servire, guiderdone, fedele sont les mots clés des poètes italiens de l'amour courtois. Et si mos-cors, mon corps, est utilisé par les poètes de Languedoc comme pronom de première personne, mon corps fait ceci, mon corps fait cela, il devient minlib chez les Minnesanger de langue allemande, eux aussi soumis, untertan, à leur dame. Et tandis que l'hommage se pluralise pour former une société féodale, le vasselage d'amour, qui en est, c'est mon hypothèse ce matin, le laboratoire textuel, demeure l'hommage d'un seul à un seul. Pour citer Alain Corbellari dans Prisme de l'amour courtois, je le cite, « Il n'y a d'amour que dans la volonté sans cesse renouvelée de persévérer dans son choix amoureux. Il en va donc en fait un peu de l'amour courtois comme de la liberté chez Sartre. L'instant où il s'impose à l'homme comme choix peut être infinitésimal, mais n'en implique pas moins une acceptation raisonnée de tous les instants. Il contraint et détermine tout en prouvant l'existence du libre arbitre. » On se souvient peut-être de l'agacement que la lecture de L'amour en Occident de Denis de Rougemont avait provoqué chez Jean-Paul Sartre. J'en avais parlé lors de la 4e séance consacrée à la noblesse des sentiments. Et il était agacé notamment parce que le filtre tristanien réduisait l'inamoramento à un empoisonnement
involontaire. Et j'avais alors rappelé que Sartre avait engagé en 1948 une réflexion à partir du film Amor des troubadours, cette obédience amoureuse qui rend libre, dans une étude laissée inachevée, mais publiée en 2007 dans la revue Les Temps modernes, sous le titre Psychologie de l'homme féodal. Et à partir de sa lecture de Marc Bloch et de René Nelly, essentiellement, mais aussi de la lyrique occitane elle-même, qui était alors très en vogue. À Aragon, par exemple, se faisait le chantre du troubadour Arnaud Daniel. Eh bien, Sartre propose une lecture existentialiste de l'amour courtois. D'abord parce que l'existence précédant l'essence, l'aristocratie s'engendre elle-même par son modèle de vie noble, à distance des contingences naturelles, et dans ce que, plus tard, Georges Duby, médiéviste sartrien, appellera des générosités nécessaires, au sens où leur nécessité sociale réside dans une gratuité qui n'est pas seulement d'apparence, qui ne fonctionnerait pas si elle était seulement d'apparence. Je cite Sartre, d'autant que l'aristocratie comme classe d'initiation naît d'amour et que l'amour est choix d'aimer. Voici comment, et c'est le second point que je veux tirer de ce texte intrigant mais intéressant, l'aristocratie idéalise ce rapport de domination politique en faisant un choix pur, librement consenti, gratuit, et la vie est l'expérience de ce don perpétuellement renouvelé, de ce choix perpétuellement réitéré. Ainsi, poursuit Sartre, en pénétrant dans le domaine masculin de l'hommage réel, la dame le purifie et le rend abstrait, en lui conférant la totale gratuité. Donc si l'on résume, l'amour courtois, chanté par les troubadours, contribuerait à l'institution imaginaire de la société chevaleresque dans la société féodale émergente des XIe et XIIe siècles, cette emprise féodale où l'on aime et l'on sert. Celle-ci éprouverait, cette société chevaleresque, sa solidarité fraternelle par l'idéalisation amoureuse d'une amitié vertueuse, jadis pensée sur un modèle clientélaire, ce qui contribuerait à enchanter la dépendance honorable convertie en libre choix d'aimer. Or, l'exemple vient de haut. Parce que qui sont les troubadours ? Il y en a 350 qui sont identifiés entre 1100 et 1300. Sur ces 350, une centaine peuvent être ramenés à leur position sociale, et on trouve quand même 49 nobles, 24 sont princes ou châtelains, 25 sont chevaliers, ce qui est quand même beaucoup. Et puis surtout, le premier troubadour connu, identifié, attesté, documenté, est, on le sait, Guillaume IX, comte de Poitiers, duc d'Aquitaine, de 1086 à sa mort, 1127, qui est à la fois l'un des plus grands princes de son temps, à la vie, c'est vrai, très tourmentée, que les historiens qualifient de brouillonne, mais aussi poète extraordinairement inventif, libre, à qui l'on attribue avec quasi-certitude 11 cansos. Ces chansons de Guillaume IX sont transmises par deux chansonniers postérieurs, avec une vida, ce bref récit de vie qui est acéré comme un trait, en quelques phrases cinglantes, mais qui proviennent en fait de ce que les compilateurs des chansonniers, donc plus souvent au milieu du XIIIe siècle, puisque les troubadours sont compilés au moment même où s'éteint le grand chant courtois, ce que les compilateurs des chansonniers donc tirent généralement des vers, des poètes et de leurs textes eux-mêmes. Et donc pour Guillaume, voici la vida. Le comte de Poitiers était un des hommes les plus courtois du monde et l'un des plus grands trompeurs de dames, trichadors de domnas, aux armes bon chevalier, peu avare de ces, disons, manœuvres de séduction, mais le mot est domnejar, et il savait bien composer des poèmes et les chanter, et sau ben trobar et cantar, et il alla longtemps de par le monde pour tromper les dames. Je cite ici dans la traduction de Michel Zinc, dans son livre paru en 2017, sous le titre « Les troubadours, une histoire
poétique. Et cette histoire est poétique parce que, je cite, c'est celle de la partie qu'ils ont jouée et du rôle que chacun d'entre eux a tenu dans le grand jeu de société dont la poésie et l'amour leur ont fourni la règle. Alors, chaque mot de cette vida est évidemment lesté d'une bibliothèque qui le commente, et je vous renvoie donc au livre de Michel Zinc pour en avoir un bref aperçu. Qu'est-ce que Trobar? Lorsque les poètes se cherchent à composer des chansons qu'ils disent nouvelles tout en disant qu'ils les ont toujours entendues. La chanson d'amour des troubadours prolonge la poésie d'Ovide, Cantar, par la voix cistercienne. Pas seulement parce qu'elle y puise cette mystique de la caritas, dont nous avons dit le trouble il y a quelques semaines, mais parce que son art verbal se double d'un art musical dont la monodie transposait la liturgie du chant grégorien dans la musique profane. C'est ça que trouve le trobar, ou plutôt qu'il retrouve, il est étymologiquement celui qui fabrique des tropes. Un autre mot devrait nous arrêter, c'est, je l'ai dit, domnejars, séduire, dominer, prendre, ravir, violer. Il y a tout l'arc de ce qu'on peut faire avec l'amour ou le sexe. En quelques vers, d'ailleurs, les 11 poèmes de Guillaume IX saturent tout le champ de l'acte d'amour, du plus spirituel au plus obscène, au point d'ailleurs que beaucoup d'historiens ont longtemps pensé impossible qu'un même auteur ait pu composer les 6 premiers, enfin ce qui dans les livres sont les 6 poèmes plaisants, qui tous s'adressent d'abord à des compagnons, compagnons ceci, compagnons cela, plaisants, c'est-à-dire pornographiques, où les femmes rendues folles par ces prouesses sexuelles se jouent au dé sur les tables et sont comparées à des juments que l'on monte pour aller au combat. Comment le même mec a pu aussi écrire les 4 chansons délicates où l'amour est imploré sans rien exiger. Et la 11e chanson d'ailleurs, c'est un adieu au monde, à ses beautés, à sa jeunesse, à ses plaisirs, dont il n'est même pas certain que le troubadour l'ait composé à la fin de sa vie, puisque cet adieu le laisse jeune et petit, avec pour seul désir de faire un vers dont suis de lens, de faire des vers qui me rendent triste. Alors quoi? Comment expliquer que la première œuvre documentée de la lyrique occitane paraisse à ce point et à la fois cynique et passionnée, princière et paillarde? Pourquoi l'aventure poétique des troubadours commence par une telle transgression sociale, morale, littéraire, une poésie de mauvais genre? Guillaume a parcouru le monde, il a trompé des femmes, il a chanté des chansons. C'est entendu, c'est ce que dit sa vida. Mais puisque c'est un prince, les historiens ont d'autres phrases que celles de la vida à se mettre sous la dent. Or, toutes les sources narratives décrivent avec plus ou moins de malveillance un comportement qui est proprement extravagant au sens propre, c'est-à-dire qu'il sort des cadres, il parcourt le monde. Pour Orderic Vital, il était audacieux, un mot ambigu, audacieux et brave, extrêmement jovial, dépassant même par ses facéties les histrions facétieux. Mais chez Guillaume de Malmesbury, qui le déteste, l'histrion se fait bouffon lubrique, je cite, tournant tout à la plaisanterie, faisant grimacer de rire ses auditeurs à s'en décrocher la mâchoire. Et vous savez que cette déformation du visage par le rire est interprétée dans la symbolique médiévale comme proprement démoniaque. Pire, le moine bénédictin anglais accuse le duc d'Aquitaine de, je cite, se vautrer dans toutes les bauges du vice à son retour de Jérusalem, au point de vouloir installer près de Niort une abbaye de putains. Pour comprendre cette allusion,
Il faut peut-être se souvenir que Guillaume IX est strictement contemporain de cette expérience politique extraordinaire qui consiste à mettre, selon l'expression de Jacques Dallarin, l'indignité au pouvoir. En 1101, l'année du départ de Guillaume IX pour la croisade, Robert d'Arbrissel fonde l'abbaye de Fontevraud sur un modèle qui effectivement met le monde sans dessus-dessous, puisque c'est une abbaye mixte où les femmes gouvernent les hommes et où l'abbesse est choisie parmi les converses laïques. Donc tout l'ordre grégorien s'y trouve renversé. Voilà le choix de Robert d'Arbrissel pour accueillir les femmes perdues, c'est-à-dire les femmes qui sont victimes des nouvelles prescriptions matrimoniales de l'ordre grégorien, qui en font effectivement des proies à la répudiation, et parmi elles viennent à Fontevraud la première épouse de Guillaume IX, Ermengarde d'Anjou, qu'il avait répudiée, ainsi que Philippa, fille du comte de Toulouse, qu'il avait aussi épousée, puis répudiée en 1115, pour vivre avec sa maîtresse à Mauberge de l'île Bouchard, qu'on appelait la Maubergeonne, du nom de la tour du palais comtal de Poitiers, où elle était maintenue par Guillaume. Il sera d'ailleurs excommunié pour enlèvement. Mais c'est pourtant elle qu'on appelle dangereuse, et à qui Guillaume dédie le plus souvent ses poèmes d'amour. Dans un article fameux paru en 1940 dans la revue Romania, Reto Bezzola se demandait si Guillaume IX n'avait pas inventé l'amour courtois, c'est-à-dire écrit les 4 fameux chansons plus nobles, pour cesser de rivaliser d'obscénité avec ses compagnons dans une saine émulation digne de la Ligue du LOL. Exemple, je vais vous dire mon avis sur la question « Je n'aime ni les cons sous bonne garde, ni les trous d'eau sans poisson ». C'est ça, le début de l'amour courtois. Et donc, s'il n'avait pas finalement tourné kazakh pour faire front à la séduction du modèle de Robert d'Arbrissel sur les femmes converties, qui partaient tous à Fontevraud, à commencer par ses 2 premières femmes, et qu'il cherchait à retenir à la cour. Alors, on ne croit plus guère à cette hypothèse, disons, cette intrigue, mais il n'est pas douteux que la comparaison entre ces deux expériences poétiques et politiques contemporaines permette de saisir toutes les ambiguïtés de cette prétendue exaltation de la figure féminine dans un système de pouvoir où, et je reprends encore une fois les analyses de Jacques Dallarin, l'on s'élève en s'humiliant, où la servante est servie par son maître, où l'on dit d'une femme rabaissée aux fonctions domestiques qu'elle est notre gouvernante, mais on le dit encore aujourd'hui, où le pastorat crée un idéal de gouvernement maternel qui est le contraire de la domination. Une chose en tout cas est certaine, même si la lyrique occitane va se déployer ensuite en diverses directions, même si les langages de l'amour s'y développeront dans une foisonnante complexité, même s'il y aura en Languedoc des Trobaïrits, des femmes troubadours, même s'il y aura en Castille, au Portugal, des hommes qui font les femmes pour composer des cantigas des amigos, ce mouvement trouve son origine dans cette expérience scandaleuse proprement renversante qui est celle de Guillaume IX. C'est d'abord, à ce moment-là, une affaire d'hommes, une expérience à destination de ce groupe de guerriers soudés par une amitié virile, qu'ils disent vertueuse, mais qui forge son identité dans une pratique de la violence solidaire. Et voilà ce qui convient en premier lieu au chant courtois en ces commencements. Le premier vers de la première strophe que les éditeurs placent généralement en tête des chansons de Guillaume IX, premier troubadour, donc le prince, et le principe, c'est « compagno », compagnon. « Farai un vers un covinen », mince, il manque un pied.
Ça commence mal. Ça commence en boitant. Il manque un monosyllabe. Compagno, farai, unvers, lacune, covinen. Compagnon, je vais faire des vers qui conviennent. Mais qui conviennent à quoi? C'est très inconvenant tout ça, hein, évidemment. On y parle du con des femmes, des juments lubriques. Il faut alors supposer que ça convenait aux circonstances. Mais quelles sont ces circonstances? Compagnon, je vais faire un poème de circonstances, comme on le traduit pudiquement. Et il y aura dedans plus de folie que de sens, et il fera tout plein d'amour, de joie et de jeunesse ensemble, et tenez pour vilain celui qui ne le comprend, donc il ne le comprend pas, ou dans son cœur volontiers ne l'apprend. Il est dur de se séparer de son amour pour qu'il la trouve à son désir. Il convient donc que l'on joue avec l'amour. Et sans doute Dominique Barthélemy a-t-il raison de relever dans son livre sur la chevalerie combien les dames n'y apparaissent pas plus comme des idoles que comme des proies, que, au fond, comme des partenaires d'une interaction féodale faite d'amitié, de rupture d'amitié, de pacte, de trahison, de tentation, de transaction, une rugosité en fait de l'emprise féodale qui ne se laisse assurément pas réduire à ce dévouement du vassal pour le seigneur qu'idéalisaient les vieux historiens de la pyramide féodale. Je cite Guillaume IX encore, « Madame me tente et m'éprouve pour savoir de quelle façon je l'aime, mais jamais, quelles que soient les querelles qu'elle me cherche, je me délierai de son lien. » Voilà. C'est comme ça que ça marche d'une certaine manière. C'est une description réaliste et nuancée de l'emprise féodale, comme d'une confrontation plus ou moins réglée, où, entre la dame et son amoureux, s'exprime, je cite encore Barthélemy, la même proportion d'estime mutuelle et d'hostilité contre les chevaliers eux-mêmes. Et donc, dans cet univers de rivalité, la question, c'est de savoir qui chantera le mieux, qui combattra le plus vaillamment, qui donnera le plus de générosité. Comme l'a montré Florian Mazel, la poésie lyrique de Languedoc est tout entière animée par cet idéal chevaleresque de la compétition. D'abord parce que l'exercice de la poésie est socialement déterminé par des règles agonistiques d'une joute qu'on appelle tenso, qui est proche du tournoi, ou plus tard partimène, qui est plus proche de la dispute scolastique. Les premières sont en 1130, on en connaît environ 150 jusqu'à la fin du XIIIe siècle, si on se fie à l'édition critique de Ruth Harvey et de Linda Patterson. Ce sont des défis, des bravades, des virtuosités, des matchs poétiques qui portent essentiellement sur une casuistique amoureuse, conjugale, sexuelle. On part d'une question, par exemple, que vaut-il mieux, avoir passé la nuit avec sa dame ou être sur le point de le faire? Bon, je prends la plus intéressante, il y en a d'autres qui sont... L'issue d'ailleurs de la performance poétique est toujours indécis d'ailleurs. On décide de s'en remettre à l'arbitrage d'un juge, mais le jugement n'est jamais conservé. Et les poèmes demeurent donc en suspens. L'enjeu n'est manifestement pas de désigner un vainqueur, mais de mettre en scène le partage des valeurs entre des adversaires qui se disent amis ou compagnons. Il en va de même finalement de la compétition pour l'amour de la dame. Certes, le poète a des rivaux, et certains parmi eux peuvent être des tricheurs, des déloyaux. Ces faux amants sont dénoncés dans les chansons comme losangiers. Ce sont eux que l'on doit exclure pour définir la cohésion du groupe aristocratique, fondé sur le respect des règles de la compétition amoureuse. Et on remarquera là encore que les losangiers sont qualifiés d'ennemis, mais qu'on n'a pas à se venger d'eux. Le plaisir de la victoire consiste d'ailleurs moins à la conquête de la dame qu'à l'humiliation des rivaux. Qu'on fasse ennui aux ennuyeux, s'exclame Guy Dussel. Alors qui sont-ils ces ennuyeux, ces fâcheux? Les historiens ont tenté de les assimiler à un groupe social, évidemment, c'est leur boulot, essayer de dire s'il n'y a pas une transposition là d'une histoire de l'agencement de l'aristocratie. Éric Kohler pensait que la fine Amor transposait dans le champ littéraire la compétition entre la nouvelle classe chevaleresque des milites et l'ancienne
aristocratie carolingienne. Georges Duby croyait qu'elle sublimait le conflit de génération entre les Iuvenes et les señores. Désirer la femme de son seigneur reviendrait à exprimer, en l'apprivoisant, son désir d'accéder au pouvoir et de calmer ainsi son impatience. Et voilà pourquoi les troubadours pouvaient appeler cette dame convoitée et inaccessible midons, un mot issu de la formule latine mi dominus, mon seigneur, formule que les poètes portugais traduisent par mia seigneur, ma seigneur, accolant pronom féminin et substantif masculin. Mais on a depuis fortement remis en cause les fondements sociaux d'une telle reconstruction historique, d'abord parce que l'ascension sociale des milites parvenant à s'immiscer entre la paysannerie et la vieille noblesse n'est plus admise aujourd'hui, pas plus que n'est attestée en fait l'existence d'un groupe turbulent de célibataires frustrés. Et puis aussi parce que la différence de rang entre l'amant poète et la dame de sa pensée, qu'on nous a toujours présenté dans l'historiographie comme le modèle de l'amour courtois, en fait n'est pas systématique. Dans un article paru en 2010 dans la revue L'Homme, sous le titre générique de « Poésie courtoise et rivalité amoureuse », l'anthropologue Dominique Casajus intègre avec beaucoup de finesse et d'à-propos ces querelles médiévistes dans une étude comparée entre cette lyrique occitane et la poésie élégiaque des Touaregs au Niger et en Mauritanie. Reprenant les motifs des odes anté-islamiques des poètes arabes, qui, comme Antar, mythologisent leur conversion à l'islam, les poètes touaregs chantent la déploration d'un amoureux solitaire gémissant sur le site abandonné d'un campement désert où il aima jadis une femme, car celle-ci fut ravie par des rivaux médisants qu'il appelle anémenzeg et qui sont de fait structurellement très proches des losangiers de la lyrique occitane. Or, ce que montre brillamment Dominique Casajus, c'est que les élégiaques touaregs, comme les troubadours qui composent des cansos, mais aussi comme les bardes dogon ou serbo-croates, ne sont nullement des poètes romantiques qui cherchent à la fois l'originalité et à conformer leur mode de vie à ce qu'ils chantent, mais varient tous sur le même thème, aspirent au même idéal, sont rivaux et d'une rivalité qui est d'autant plus âpre qu'ils sont supposés en fait parler d'eux-mêmes. Dès lors, renoncer à interpréter la compétition chevaleresque dans la lyrique occitane comme la transposition directe des tensions sociales au sein de l'aristocratie ne revient pas nécessairement à l'abandonner au formalisme des jeux de langage animant une sphère poétique supposée autonome, ce qui peut être une tendance des études littéraires aujourd'hui. Tout en admettant que ces disputes poétiques favorisent l'apprentissage des valeurs et des pratiques susceptibles de souder un groupe aristocratique, tout en comprenant que ces normes collectives s'articulent à l'affirmation d'un je qui ne se distingue pas par des positions ou par des postures, mais par leur exemplarité. En définitive, écrit Florian Mazel, il s'agit d'être meilleur sans être différent. On peut reconnaître que la compétition vaut aussi au niveau de la rivalité curiale. C'est à chaque prince, au fond, de jouer de la renommée de ses troubadours dans un espace politique à la fois connecté et compétitif. Sauf que cet espace politique, ce n'est évidemment pas celui, on l'a compris, des nations. Dans son livre Stolen Song, paru en 2020, Elisa Zingesser, professeure à Columbia, se demandait comment les troubadours étaient devenus français. Au fond, comment on peut, aujourd'hui encore, dans toutes les histoires de la littérature française, intégrer cette production textuelle à celle de langue française. La réponse réside dans l'histoire de la transmission de leurs chansons, dépendante de leur mise en recueil à partir de la seconde moitié du XIIIe siècle, compilées dans des chansonniers. Je l'ai dit, les premiers, c'est dans les années 1250, à Modène, en Italie du Nord,
mais on les a aussi, ils nous ont été transmis parce qu'ils sont cités, mais cités et anonymisés dans d'autres œuvres, comme le roman de Guillaume de Dole de Jean Renard, le roman de la Violette de Gerbert de Montreuil, ou le Bestiaire d'amour de Richard de Fournival. Et à ce moment-là, c'est le moment où le français, la langue du roi, se destine aux registres lyriques les plus élevés, tandis que l'occitan est relégué au style rustique et paillard des genres poétiques populaires. Donc la transmission du grand chant courtois de la lyrique occitane se fait au prix de ce que Elisa Zingesser appelle une gallicisation, par laquelle le système sonore de la langue d'oc s'intègre dans des constructions syntaxiques et sémantiques qui sont propres à la transmission des textes francophones, où, d'une certaine manière, la langue d'oc ne donne plus qu'une coloration linguistique, un petit peu, qui se distingue, mais qui se distingue par le son davantage que par le sens. Et d'ailleurs, si je dis ici tradition francophone, c'est parce que les approches sociolinguistiques les plus récentes nous invitent à décentrer l'histoire de la fabrique du français. Fabio Zinelli a notamment étudié la diffusion de cette variante de la langue d'Oïl, qu'on pourrait appeler le français méditerranéen, non seulement dans les registres littéraires, mais aussi pragmatiques, administratifs, judiciaires. Aucun des 9 chansonniers transmettant la poésie des troubadours n'est produit à Paris. Et si le fameux manuscrit français 844 de la BNF, qui rassemble au milieu du XIIIe siècle 600 chants de troubadours et de trouvères avec leur notation musicale, s'appelle le manuscrit du roi, ce roi est Charles Ier d'Anjou, roi de Naples et de Sicile. C'est d'ailleurs ce moment-là, le milieu du XIIIe siècle, où l'internationale des troubadours a cessé son errance. Elle fut vive au XIIe siècle, suivant le chemin des pèlerinages et des croisades. C'est là où Geoffrey Rudel, parti en Terre Sainte, aima à distance la princesse de Tripoli, d'un amour de loin, dont on a vu qu'il partageait avec la dilectio morosa des moines le plaisir du désir inassouvi. Mais l'on pourrait trouver aussi, outre-mer, des Toulousains, des Catalans, des trouvères, comme Conon de Béthune, des Minnesänger, comme Friedrich von Hausen. Exemplaire de ce point de vue est la participation à la 4e croisade du troubadour Rimbaud de Vaqueras, homme de confiance du marquis piémontais Boniface de Montferrat, qui fut le chef militaire de l'expédition de 1204 et dont l'armée est composée de bataillons régionaux dont la diversité linguistique est rendue par la poésie du descorte, cette discordance qui peut aussi s'entendre comme un nouveau désordre amoureux. Rimbaud de Vaqueras alterne dans chaque strophe des vers en langue d'Oïl, en italien, en languedoc, en gascon, en portugais. C'est ça, c'est de ce monde-là dont je parle, pas du tout d'un monde qui est ordonné par les princes et les nations. Nous sommes à l'orée du XIIIe siècle et bientôt, ce ne seront plus les poètes qui circuleront, mais leurs livres. La croisade des Albigeois marque d'une certaine manière un coup d'arrêt à la mobilité de l'international des troubadours. Beaucoup de poètes occitans rejoignent alors des communautés expatriées dans les cours d'Italie du Nord et de Catalogne. Ainsi, Huc Faidit, le banni, qui est peut-être le Quercinois Huc de Saint-Kirk, qui écrit en Lombardie un dona provençal, c'est-à-dire une grammaire à l'usage des Italiens. C'est le moment où les troubadours peuvent entrer plus directement ou plus explicitement dans le jeu politique en composant des chansons engagées pour exalter les hauts faits d'armes de leurs seigneurs, pour vitupérer leurs adversaires. On appelle ces chansons des sirventes, qui traitent de la rumeur publique pour reprendre ceux qui agissent mal et parlent du fait d'une guerre. Je cite là l'un des principaux traités poétiques rédigés au milieu du XIVe siècle à Toulouse par une compagnie de troubadours et qui est intégrée d'ailleurs aux institutions urbaines et qui s'appelle « Las Leis d'Amors », les lois d'amour. Sauf que d'amour, il n'est plus question dans ces textes qui sont des textes de propagande, alors qui peuvent intéresser les historiens. Martin Aurel a montré tout l'intérêt documentaire pour saisir l'histoire politique de la Provence au XIIIe siècle. Et cette explicitation politique du message polémique des Cervantes, cette, je dirais, démétaphorisation de la lyrique occitane,
Elle accompagne d'ailleurs le déclassement social des troubadours. Le dernier seigneur indépendant, c'est Boniface VI de Castellane. Ensuite vient Bertrand de Lamanon, qui est ministérial de cour, et Paulaine Marseille, qui est jongleur à gage. Et le nom même de Sirventes, dérivé du latin serviens, serviteur armé, fait de cette poésie de service rendu au prince, sans que ce service symbolique de légitimation ne vienne se renforcer d'une autonomie de conditions et de jugement, ainsi que l'a montré Pierre Bourdieu, un service de peu de prix. C'est depuis ce temps des chansonniers compilés pour des rois, des Sirventes exaltant servilement leurs faits d'armes, depuis ce milieu du XIIIe siècle donc, qu'on peut saisir à rebours ce passé des premiers troubadours, au tournant des XIe et XIIe siècles dont j'ai parlé aujourd'hui, mais qui ne nous est accessible que comme un passé. Cette première configuration des pouvoirs ne s'agence pas, on l'a compris, sans danger. Elle est décentrée, elle s'invente en des marges guerrières où la poésie des troubadours se confronte avec le zadjal des poètes arabes et juifs d'Al-Andalus. Et il y aura plus de folie que de sens, écrit Guillaume IX, le prince scandaleux, qui aura cherché et trouvé, trop bas, toutes les manières d'aimer. Et ainsi, posé d'emblée, au premier temps de cette emprise féodale, ce jeu, cet esprit de jeu qui dit je, qui est sujet du politique, subjectivité et suggestion, mais qui se dit d'un mot très étrange. C'est à la fois, évidemment, le joculum, l'esprit de jeu associé à la joie, gaudium, dans ce qu'il écrit, mais il le dit d'un nom masculin, joie, J-O-I, exaltation inquiète de l'amour tout entière chargée de la sensualité et de l'angoisse du désir. Ainsi, dans les vers suivants, puisque nous voyons à nouveau fleurir les prés, les vergers reverdir, ruisseaux et sources s'éclaircir, brise et vent, il est juste que chacun jouisse de la joie, de le joie, dont il est jouissant. L'eau joie, jausir donne es, jausens. Je pourrais vous laisser là, mais il se trouve qu'il y avait un post-scriptum à ma carte postale. PS, où sont les femmes ? Là encore, c'est une bonne question. Alors on a commencé avec Christine de Pisan, etc., mais reconnaissez qu'ici, 11e, 12e siècle, oui, on les cherche. J'ai cherché la réponse dans le livre que mon ami Yann Potin m'avait, pour m'encourager lui aussi, au même moment, envoyé L'amour de Jules Michelet, dont il est un grand spécialiste. À la fin de sa vie, Michelet se délassait de l'éprouvant exercice de l'histoire et tentait de se régénérer après l'échec des révolutions, celles qu'il avait vécues, celles qu'il avait décrites, par ces petites œuvres qu'il appelait ses histoires naturelles. L'oiseau, 1856, l'insecte, 1857, la mer, 1861, interrompu par un diptyque moral sur les questions de couple, l'amour et la femme, 58-59. Interrompu, enfin pas tant que ça, parce que tout dans sa vision de la femme et du couple est annué par cette obsession des rythmes du sang féminin, comme l'avait déjà noté Roland Barthes, qui fait de la femme un autre océan. Je cite, « Mais la femme, physiquement, est un être tout fluide, d'une étrange mobilité, dit-on dans l'amour. Et voilà pourquoi on peut en écrire une histoire naturelle. » Attention toutefois, Michelet aussi cherche, comme d'autres, à être un homme juste. Aussi, le dédicataire de son livre, c'est un jeune homme qui doit, je cite, travailler à sa femme, pas travailler sa femme, travailler à sa femme. Entendez qu'il doit l'aider à s'affranchir de cette fatalité où la tient la nature. Et il donne un bon conseil, que le mari tienne un petit journal de la vie physique de son épouse pour savoir ce qui s'y passe, mais surtout pour prévoir
car il y a quelque chose à prévoir dans le corps des femmes. Je cite. « La femme est toujours plus haut ou plus bas que la justice. Amour, sainteté, chevalerie, magnanimité, honneur, elle sent tout cela à merveille, mais le droit plus lentement. Plus haut, plus bas, pas au même rythme. La femme, ondoyante et sensible, n'est pas de plein pied avec la société humaine. Voilà pourquoi elle n'est pas mûre pour l'amitié. » C'est l'extraordinaire phrase que je trouve dans L'amour de Michelet, le mot sacré du nouvel âge, fraternité. Elle l'épelle, mais elle ne le lit pas encore. Ne croyez pas qu'elle soit seulement attardée. La femme de Michelet est antique, certes, mais à bien des égards, prophétise le nouvel âge. Une chose est certaine, c'est qu'elle n'est pas notre contemporaine. Entre les hommes et les femmes, je cite encore Michelet, il y restera toujours quelque chose qui diffère. Ah ben voilà, nous retrouvons donc Jacques Derrida. Au fond, tous les hommes sont d'accord. D'Aristote à Cicéron, de Montaigne à Kant, de Michelet à Nietzsche, tous les hommes sont d'accord pour, je cite Derrida dans Politique de l'amitié, la double exclusion du féminin, l'exclusion de l'amitié de l'homme avec la femme et l'exclusion de l'amitié entre les femmes. Et c'est ça qu'on peut appeler l'amour, le tout au profit d'un modèle politique de la communauté fraternelle que Derrida appelle homofraternelle et phallogocentrique. Dans son monologue paru en 2021 sous le titre « Je suis une fille sans histoire », Alice Zeniter donne cette définition que je trouve assez ferme de ce qu'est une bonne histoire. Une bonne histoire, c'est souvent l'histoire de mecs qui font des trucs. Les trucs que les hommes faisaient avec l'amour au XIe et XIIe siècle, c'était des amitiés politiques qui, machinées ensemble, faisaient rhizome en un premier espace politique que je propose d'appeler emprise féodale. Et si effectivement Michelet vous fait rire, le mot sacré du nouvel âge, fraternité, elle l'épelle, mais elle ne le lit pas encore, eh bien, interrogeons-nous effectivement sur ce qu'une lectrice comme Alice Zeniter, et elle le redit dans son livre suivant, 2022, Toute une moitié du monde, ce qu'une lectrice aura pu, comme elle, recevoir de la littérature de bonnes histoires. Des bonnes histoires d'amitié et de rivalité masculine, oui, elles ne manquent pas. Mais pour lire des histoires d'amitié féminine ou des intrigues dans lesquelles la rivalité entre les femmes ne tourne pas toujours autour du désir des hommes, il faut attendre Virginia Woolf ou Toni Morrison, de là sans doute peut-être le succès global immense aujourd'hui de l'amie prodigieuse d'Elena Ferrante. En revanche, effectivement, dans une immaturité micheletienne, mais dont on a saisi les prodromes au XIe siècle, les femmes viennent toujours à elle convoquer dans ses souvenirs romanesques comme, je cite Alice Zeniter, une myriade de silhouettes alanguies, au teint pâli par des amours malheureuses, visage collé à la fenêtre, quelques folles enfermées de ci de là, des princesses cornéliennes mourant comme foudroyées par l'intensité d'un chagrin d'amour, des princesses raciniennes se suicidant pour éviter la disgrâce d'un désir scandaleux, des femmes d'âge mûr ou des petites filles abusées et violées, et bien sûr une cohorte d'épouses souvent délaissées, forcément domestiques et tristement adultères. Comment pourrais-je dire que je m'identifie à elles ou que je préfère être kidnappé ou pendu? Bref, comme le disait nos deux amis de la première séance, ça ne fait que commencer. En vérité, nous n'avons encore rien vu, donc on se retrouve la semaine prochaine.